Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène. À balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écouter, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble. Ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Media, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Media, le futur, vivons-le ensemble. Studio pour la deuxième et dernière partie de cette émission. Vous êtes nombreux à réagir, vos préoccupations seront prises en compte dans un instant. Et ce sujet dont on a parlé depuis un certain moment déjà, le FNDC, dont le combat va peut-être entrer dans une nouvelle phase, puisque finalement, par voie de cabinet, le Front a introduit un signalement auprès du bureau de la procureure de la Cour pénale internationale pour fait qu'il qualifie de crime contre l'humanité. Et on se pose depuis ces questions, qu'espère finalement le FNDC au bout d'une telle procédure? Quelles sont les chances que tout ceci puisse aboutir? Nous aurons tout à l'heure Maître William Bourdon, il répondra à nos questions. Il est avocat au barreau de Paris, avocat du FNDC. Et puis, justement, sur la riposte également, dans un instant, nous entendrons Dr Souleymane Touré. Il est président de la Fédération des cliniques privées de Guinée. Peu avant lui, vous écoutiez Ahmed Tidiane Souaré. C'est un ancien Premier ministre. Il s'exprimait sur la riposte globalement prise. Mais bien avant, nous allons aller avec vos réactions sur la plateforme Twitter. Pour commencer, le tout premier dont nous allons lire le message, c'est bien Alpha Omar Keita Aoka, qui nous écrit à partir de Twitter. Il dit: bonjour Tamba et à toute l'équipe. La façon dont cette crise est gérée ne nous permettra jamais de voir le bout du tunnel, nous dit-il. Je suggère à ceux que l'on gère qu'on gère la crise comme Ebola. On laisse les gens vivre et ceux qui auront développé les symptômes pourront passer se faire dépister. Voilà, ceux qui développeront les symptômes, ils les appellent à passer se faire dépister. Roby, qu'est-ce qu'il y a? C'est très dangereux cette contamination. On est en train aujourd'hui de lutter contre cette façon de communiquer, c'est-à-dire la recherche de l'immunité collective. C'est l'erreur que la Grande-Bretagne a faite. On est dans un pays africain, c'est dangereux de laisser les gens en pensant que si tout le monde l'attrape, personne ne l'attrapera plus. Mais Roby, c'est son opinion. On sacrifie. Non, c'est une communication dangereuse. Il faut qu'on dise aux gens d'arrêter. Je dis que c'est son opinion. S'il a le droit de l'exprimer, on va continuer d'ailleurs avec lecture d'autres messages. Cette fois, c'est Dian Lelouma qui nous écrit bonjour les GG, Tamba, être déclaré positif au Covid-19 n'est pas un crime, souhaitait-il dire. Le vrai crime sera de le cacher et de contaminer les autres. Observons les gestes barrières, nous dit Dian Lelouma, et il continue: nous sommes dans le même bateau. Que Dieu sauve ma Guinée de cette pandémie. Et nous on dit amen, mon cher Lelouma. Et puis Kadiata Madi Chérif nous écrit également bonjour les GG, cette plainte contre le PRAC à la CPI n'est qu'une simple rigolade, car ça n'aboutira jamais à rien. Mais il faut pas qu'ils oublient qu'ils sont les principaux instigateurs de ces crimes. C'est trop ridicule tout ça. C'est Shérif de Nyanfurando qui nous a donc écrit. Et l'on poursuit avec le Kourouka. Le Kourouka nous a également écrit bonjour les GG, la politique de gestion de l'ANSS est catastrophique et pire, notre gouvernement n'existe que par son nom. Il ne propose rien de rassurant, sérieux. Nous sommes dans une situation très confuse. Qu'Allah nous vienne en aide, nous écrit le Kourouka. Et puis Lucien Blémou nous écrit également bonjour les mêmes causes produisent les mêmes effets. On a cette facilité de taper sur l'ANSS, mais que dire de cette vague de rénovation des infrastructures sans penser à en construire de nouveaux des infrastructures sans toilettes d'ailleurs. Si nous faisons semblant de diriger, le Covid-19 nous rappelle à l'ordre. En tout cas, c'est bien clair, mon cher Blémou. Et puis,
Oumé Dino Touaro nous écrit également bonjour les GG. Au niveau des différentes portes de sortie à Conakry, les forces de l'ordre n'ont qu'à arrêter de prendre les pauvres 5 000 francs et 10 000 francs aux usagers et leur donnent le passage. C'est dangereux pour les Guinéens, nous écrit finalement Touaro. Et l'on poursuit lecture de ces messages finalement. Ah oui, très tôt on finit aujourd'hui. Merci en tout cas à la régie. Et on va donc aller sur une autre plateforme cette fois-ci. Et l'on va lire le message de Abou Poutine Banco qui nous écrit. Je pense que le FNDC veut renouer la confiance des militants en violant la procédure à discrétion de l'information judiciaire. La CPI fera comme la communauté internationale mener les enquêtes. Message estompé finalement. Et là on poursuit. Bonjour mon cher Tamba, c'est Abdul Karim Mouloba de l'UMP. Nous avons un gouvernement médiocre qui n'a aucun état d'âme pour sa population. Sinon, la seule et unique mesure rationnelle serait de baisser le prix du carburant à 4 500 francs. En tout cas, il le dit si bien. Abou Poutine de Banco. Voilà ce que devrait faire un gouvernement responsable, respectueux et soucieux de l'amélioration des conditions de vie de sa population. Ne comptons pas sur ces gens pour lutter contre le Covid-19. Quand les preuves parlent, la bouche se tait, nous écrit Abou Poutine Banco. Et puis l'on poursuit également, bonjour Homo, ça c'est Diakariao Bournambo qui nous écrit porter plainte contre Alpha Condé à la CPI, eh bien, puisque la justice guinéenne est réservée aux riches et les proches de Serrou Touréa, les institutions de notre pays sont corrompues jusqu'à la moelle, écrit-il, à Mou l'enfait. Et l'on poursuit avec finalement cette réaction. Bonjour mon cher Jacques. Ah d'accord, je suis... Voilà, c'est Diallo Lamarana de Ditine dans Dalaba. Je voudrais lancer un SOS pour avoir des kits sanitaires pour les populations de Ditine qui sont exposées au Covid-19. Le message est donc passé. Et l'on poursuit... celui-ci est trop long. On va pas lire non plus un livre quand même. Mon cher Souleymane Konaté nous a écrit de Dubreka. Ceux qui souffrent en Guinée, c'est ceux qui continuent encore de croire que nous sommes dans un pays normal sous Alpha Condé. Très vénère ce matin. On a alerté, on a proposé des pistes de solutions et on a interpellé les autorités guinéennes pour une meilleure coordination de riposte contre le Covid-19. Mais hélas, ils font toujours la sourde oreille. Cela veut simplement dire qu'ils s'en foutent de nous. Pour eux, cette pandémie est une opportunité pour kidnapper, violenter et faire de tous les Guinéens hostiles à cette gouvernance chaotique. Parfois, j'ai pitié de vous, chers amis. Vous faites des efforts, mais pour rien. On espère qu'un jour, il y aura une belle pluie qui fera germer le gras. Arfa Moussé Amaka Diaby qui nous dit bonjour Tamba et à toute l'équipe. Tamba, dites à cet avocat du FNDC qu'un bon avocat agit sans bruit et loin des médias pour le moment. La Guinée et les Guinéens s'occupent du Covid-19. L'agent judiciaire de l'État s'occupera de lui au moment venu, comme c'était le cas à Abuja il y a quelques mois. Meilleure santé aux malades du Covid-19. Sur ce, je peux quand même dire, et on va prendre le tout dernier, c'est bien Laye Junior Condé. Roby a raison, nos tradis praticiens n'ont pas les manufactures nécessaires pour faire en quantité industrielle aussi. Commandant à Madagascar, conclut-il. Et Jacques, vous comprenez la réaction de Roby sur cette opinion que nous avons lue. Non, l'opinion que nous avons lue. L'immunité collective. Et d'ailleurs, sur l'immunité collective, je suis en train... Permets, je vais placer ceci. Je suis en train de voir pas mal de pays qui annoncent un déconfinement progressif du côté de Dakar, du côté de la Côte d'Ivoire, mais également du côté du Nigeria. Ça s'annonce avec précision. Est-ce que finalement les États n'ont pas dit ce Covid-là, on ne peut rien contre lui, mieux vaut sortir, en fait, ils le font sans le dire aux populations, mieux vaut l'affronter, ceux qui survivront, ceux qui mourront, c'est Dieu qui l'aura voulu. C'est dangereux. Bon, ce serait quand même dangereux si c'est pensé comme ça. Ce qui est sûr pour le cas guinéen, lorsque nous observons le comportement de l'État et surtout sa réaction par rapport aux propositions qui lui sont faites, on peut conclure que le gouvernement n'a pas envie en tout cas de stopper maintenant la pandémie. Sinon, s'il y avait cette volonté, on aurait pu, n'est-ce pas,
redoubler d'efforts, consentir des efforts davantage sur disons la prise en charge pour que on puisse, n'est-ce pas, prendre les malades suffisamment. Parce que tel que nous sommes en train d'évoluer, j'ai entendu le président disait la dernière fois avant la période des grandes pluies, mais nous risquons de demeurer pleinement dedans, c'est-à-dire on pourra même pas éviter ce que le professeur sénégalais nous disait hier, faire de la pandémie une maladie endémique finalement qui va entrer dans les communautés, qui aura du mal à sortir, parce que on n'a aucune lisibilité par rapport à la gestion. On vous dit il y a des cas qui entrent, il y en a qui sortent, mais j'ai même des doutes par rapport à ceux qui sortent. Est-ce que si vous sortez de Donka, vous ne risquez pas aussi de choper la maladie, parce que vous allez rencontrer des personnes qui ont passé des moments... Avertis, hein. Ils sont avertis, sérieusement avertis. Parce que la question de l'immunité... La contamination est tellement facile quand ils sortent de Donka, il sera très difficile pour nous d'éviter, n'est-ce pas, aujourd'hui cette pandémie. Voilà. Donc la question de l'immunité collective, même si on n'est pas en train de le dire ouvertement, mais de par le comportement, on peut sentir que c'est à cela qu'on est en train d'aller. Le choix qu'on est en train de faire. Même en Europe, je pense que c'est cela. Et n'oublions pas, il y a aussi la banalisation de la pandémie. On est en train de se dire, mais on crie pour rien. On nous a dit que ça ferait beaucoup de morts, mais ça fait moins de morts en Afrique. Ça, c'est dangereux. Donc, ça fait moins de morts en Afrique. Je pense qu'il faut éviter de croire ça. Non, mais ils ne vont pas le dire comme ça. Ils ne vont pas le dire dans les discours. Mais ils peuvent arriver à cette conclusion, ben ça fait moins de morts en Afrique. Finalement, on n'a pas à s'affoler. L'OMS a tiré l'attention, a tiré la sonnette d'alarme, mais je crois que c'était beaucoup plus exagéré. Donc, on peut réduire, n'est-ce pas, nos luttes pour voir comment est-ce que la pandémie elle-même ne pourrait pas asphyxier nos économies. Parfait. Il y a tous ces calculs-là qui peuvent entrer finalement. La Chine et la France qui ont perdu chacune un peu plus de 6% du PIB. C'est quand même un record sur plusieurs années. C'est pas nous qui n'allons pas être asphyxiés. Hier, on a écouté le professeur Sornin, qui nous disait que la chance que l'Afrique a, c'est la jeunesse de sa population vis-à-vis de l'Europe. L'Europe aujourd'hui est en train de repenser le déconfinement progressif parce que tout simplement, leur vieille classe plus fragile, plus portée à attraper le Covid-19 et y rester, la plupart sont partis. On est dans des pays à plus de 20 000, 30 000, 40 000 morts. Dans cette proportion, vous avez au moins 60-70% qui sont même 80% qui sont des personnes âgées. Donc, il ne faut pas repliquer la même méthode là ici. Pour le moment, nous sommes sauvés, c'est vrai, mais si nous allons vers l'immunité collective, d'ailleurs, les données qui sont recueillies par les agences sanitaires, je veux parler spécifiquement du cas guinéen, est-ce que ces données-là sont des données plausibles? Est-ce que ce sont des données sur lesquelles on peut faire foi? Mais déjà, si on pouvait les avoir, une vraie analyse des données, on en a besoin. Dans les autres pays, ça se fait. Dans les autres pays qui aujourd'hui procèdent à ces déconfinements-là, ils ont fait de la transparence dans la communication. En tout cas, ils ont fait un maximum de transparence dans la communication des données liées à cette maladie. Et ils ont fait des dépistages massifs. Et donc, il y a eu un grand nombre de personnes qui sont susceptibles de trépasser par cette maladie, qui sont déjà partis. Donc, ils estiment que le reste, non seulement est éduqué aux gestes barrières, ils sont éduqués aux réflexes de protection personnelle. Donc on peut procéder. D'ailleurs, la preuve, c'est que ce sont les petits. Le déconfinement va commencer par les petits enfants. Ce sont les écoles, les maternelles et autres qui vont ouvrir, et avec toutes les mesures de commodité et de sécurité. Le débat est encore ouvert en France. D'autres pays le font. En Espagne, ils ont déjà commencé, etc. En Allemagne aussi. Mais on peut pas répliquer la même méthode ici quand on sait que les morts qui sont dénombrés du côté de l'intérieur du pays et qui sont des personnes âgées, il n'y a aucun test qui est effectué sur ces morts-là pour déterminer si chez nous il n'y a pas de confinement. Si ce sont il n'y a même pas de confinement chez nous. Les morts qui aujourd'hui sont dénombrés à travers le pays ne sont pas testés pour savoir si ces personnes-là sont mortes de Covid-19 ou quelle est la proportion de personnes mortes de Covid-19 dans l'ensemble des morts aujourd'hui depuis 2 mois. Donc je pense que c'est un précédent dangereux que de dire on va laisser le virus s'épandre et lorsque tout le monde l'aura chopé, et puis voilà, ceux qui mourront. De toutes les façons, ceux qui mourront, si c'est les vieux, c'est eux qui gèrent. J'ai parlé, je crois que c'était hier, j'ai parlé avec un des responsables à l'ANSS. Il ne nie pas qu'il y ait des morts de Covid-19 un peu partout à travers le territoire, c'est-à-dire qu'il y ait plus de morts. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils ne peuvent pas
comptabilisé des cas de morts qui n'ont pas soigné, dont ils ne se sont pas occupés. Voilà. C'est pourquoi on parle de 9 morts en milieu hospitalier. Et on a écouté l'ancien Premier ministre Ahmed Tidiane Souaré qui revient quand même sur les mêmes préconisations qu'on a déjà entendues depuis un certain moment. Son intervention, c'est qu'il ne nous a rien dit de nouveau. Aussi bien sur le volet économique du plan de riposte qui a été présenté par le gouvernement que sur le plan global qui a été proposé par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana. Il est revenu simplement sur les mesures déjà édictées et annoncées et il parle de renforcement par exemple des comités donc, de riposte. Au niveau des communes, c'est déjà installé. Moi je sais du côté par exemple de Matoto ici, il y a déjà un comité communal de riposte qui est déjà installé et qui travaille déjà à identifier tous les contacts et qui aujourd'hui a établi un lien avec l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Moi j'aurais attendu par exemple d'autres propositions plus fortes, plus importantes. Parce qu'aujourd'hui, il faut quand même il y en a qui sont déjà faites, qui ne sont pas prises en compte. Oui, mais moi j'attendais de nouvelles propositions venant parce que ce qu'il faut dire aujourd'hui, c'est que... Mais Basekou, ça ne manque pas de pertinence. Oui. Ce qu'on dit, quand ça se répète, c'est peut-être que c'est la bonne démarche à intégrer. En fait, ce que je veux dire, c'est que les propositions pour le moment qui ont été faites par le gouvernement dans le cadre de la riposte contre le Covid-19 ne nous amènent pas à stabiliser, à maîtriser complètement l'épidémie. Donc, un intellectuel de sa trempe, moi je pense qu'on avait besoin de faire une nouvelle proposition aujourd'hui qu'on va intégrer pour voir comment véritablement on peut réussir à arrêter, à freiner la chaîne de contamination et à proposer une meilleure gestion de Covid-19. Cela dit, moi je dis encore une fois. Non, moi ce que j'ai dit. Je vais te donner, tu auras la parole tout à l'heure. Allez-y, en 30 secondes s'il te plaît. Non, et en 30 secondes, aujourd'hui, je pense que, comme Ahmed Tidiane Souaré, c'est ce que j'apprécie, il faudrait que des intellectuels qui ne sont pas de l'administration publique, qui ne sont pas du gouvernement, puissent quand même apporter leurs propositions aujourd'hui, à mettre en place un plan de riposte peut-être évalué qui puisse prendre en compte toutes les préoccupations des citoyens. A-t-on besoin vraiment de se casser la méninge, à réfléchir, à franchement, ça se fait. Permettez-moi de dire. On va l'écouter se casser la. On peut continuer parce que pour le moment, il faut dire que le plan de riposte qui a été proposé, si vous prenez le volet sanitaire, pour le moment, ça ne permet pas de stopper encore, comment on appelle, le Covid. Le problème, c'est que ce n'est pas mis en œuvre. Ça ne permet pas de stopper le Covid. Est-ce que je peux poser une question? Les gens ont du mal aujourd'hui dans le pays à respecter la distanciation sociale. Je peux vous poser une question? C'est pas l'État qui va venir t'imposer de respecter la distanciation. D'accord, mais on va s'écouter. La prise en charge n'est pas encore réglée. D'accord, on va s'écouter. Est-ce que, à date, vous pouvez nous dire que toutes les préconisations de ce plan de riposte sanitaire proposés par l'ANSS sont vraiment mises en œuvre? Non, je ne dis pas que tout. Voilà, c'est ça la question de ce matin. Sont mises en place. Mais ce qu'il faut dire, par exemple, au niveau, parce que on avait évoqué tout à l'heure, en ce qui concerne la saturation, par exemple, de Donka. Moi, je pense que ce plan, par exemple. Ça, par exemple, on n'a pas besoin d'aller au ciel trouver ce qu'il faut faire. C'est un faux débat, parce que ce qu'il faut faire, il faut mettre à contribution nos ébénistes, nos menuisiers qui sont là, de confectionner par exemple des lits au plan local, d'une place, 2 places, et voir comment on peut... Une place, on peut pas mettre 2 malades de Covid dans un lit. On peut en fabriquer suffisamment et voir comment on peut trouver... comment on appelle, de nouveaux lieux, là où on peut envoyer des cas suspects, mais aussi des personnes qui sont testées positives, mais dire qu'aujourd'hui que Donka est saturé et que c'est pour cette raison qu'il faut pas aller vers des dépistages massifs, moi je ne crois pas. Il faut encourager le dépistage massif et voir au bout d'une semaine ce qui peut être fait, parce qu'aujourd'hui on n'a pas encore atteint le pic en République de Guinée. Pour le moment, on est en train de faire des tests autour de 50, 60, 70, mais ça ne permet pas d'avoir une idée globale
aujourd'hui sur l'évolution de la maladie. D'accord. Jacques, en écoutant Basekou, moi j'ai dit, faut pas aller chercher au ciel ce qu'on peut trouver ici. Moi, finalement, je comprends même ceux qui se répètent, parce que nous-mêmes, nous nous répétons. Chaque matin, quand on se retrouve ici, leur demande, on dit la même chose. On dit, faites-le, ils ne le font pas. Le conseil scientifique qui a été mis en place, on a dit, c'est ce conseil qui va faire des propositions et puis le gouvernement va appliquer. Ce conseil a fait des propositions. Dit de nouveau. Qui n'a rien dit de nouveau, bien entendu. Non, à ce sujet, j'ai un conseil. Non, à ce sujet. Je vais terminer. Tu vas terminer. On parle contre le test massif. Non, je vais vous dire, à ce sujet, j'ai un conseil quand même au conseil scientifique. Vous savez, le Guinéen aime ceux qu'il ne comprend pas. Oui. Au moins, ils auraient dû mettre ça dans un français qu'on ne comprend pas. Voilà, allez-y. Le conseil scientifique ne pouvait pas inventer. Je crois que tout ce que nous avions dit était censé. Donc c'est pourquoi le conseil scientifique l'a répété dans un document. Il fallait faire comme si c'était nouveau. Donc il fallait le dire dans un français scientifique. C'est pas le protocole. Ils n'ont pas travaillé sur le protocole thérapeutique. Moi je les attends là parce que pour l'instant ils ont dit c'est sur l'organisation de la prise en charge. Quel protocole? Nous on a déjà notre protocole. C'est le protocole Raoult qu'on utilise. Ils ont dit qu'ils vont aussi communiquer là-dessus. Nous attendons qu'ils prennent la parole sur ça. Mais ce qui est sûr, cette proposition, parce que nous autres, on a fait des propositions comme ça, par médias interposés, chacun est venu, il a dit il faut faire ça, il faut faire ça. Mais là, c'est le conseil scientifique. Même si le conseil scientifique a répété ce que nous avons dit, mais le gouvernement aurait dû au moins commencer par mettre en œuvre cette proposition-là. Commencer par réquisitionner des hôtels, si on le peut. Commencer à réquisitionner les établissements scolaires, les équiper pour continuer à recevoir, n'est-ce pas, il n'y a pas de cours. Jusqu'aujourd'hui, il y a des salles vides. Ce n'est pas fait. Alors, donc, je comprends Métidiane Soirée comme Sidia Touré que nous avons écouté la dernière fois. On lui a posé plusieurs fois la question pour de nouvelles propositions. Il n'a pas proposé parce qu'il disait il y a des propositions qui sont faites. Il faut déjà commencer par les appliquer. Mais alors, Roby, je te donne la parole tout à l'heure. Je veux que Jacques s'exprime là-dessus avant vous. Le conseil scientifique, j'ai eu quand même la présidente qui m'expliquait, en fait, nous sommes un organe consultatif. C'est-à-dire qu'on peut venir demander notre avis, mais est-ce qu'il ne faudrait pas aller au-delà de cela pour que le conseil scientifique a un pouvoir d'interpellation envers l'ANSS, exactement, ou même d'évaluation du travail de l'ANSS. On devrait lui donner ce pouvoir-là, des méthodes. Parce que tel qu'il est composé, j'ai vu qu'il y a même des sociologues dedans, je crois que c'est bon pour avoir l'aspect comportement assez large sur ce qu'il faut faire pour sortir de cette situation. Mais je crois que c'est cela, c'est le problème que nous avons même avec des institutions constitutionnelles. On les met en place, mais on ne leur donne pas assez de force. Ou bien même si théoriquement elles ont la force, mais il y a une autre force plus solide qui empêche que leur travail ne donne de bons résultats. Ce qui se passe avec le conseil scientifique, si on doit seulement le consulter et donc on vous consulte, on peut prendre en compte vos remarques, tout comme on peut ne pas les prendre en compte. Je crois qu'il faut changer les choses. Si on a confiance aux personnes qu'on a désignées pour appartenir à cette structure-là, il faudrait que leurs propositions s'imposent. Parce que je crois que si c'est des scientifiques, on doit penser que c'est le haut niveau, c'est des gens qui sont à un niveau où ils sont aussi, une habilitation s'ils font des propositions, c'est des propositions qui doivent s'imposer comme une décision de la Cour constitutionnelle s'imposerait à tout le monde. Je crois qu'il faut qu'on aille vers cela. Si les gens qui y sont n'ont pas la capacité nécessaire pour prendre ce genre de décision, il faut changer, on peut encore le faire, pour que des gens qui doivent appartenir à cette structure puissent donner des conseils qui doivent s'imposer, n'est-ce pas, à l'ANSS et même au ministère de la Santé. Absolument. Roby, sur la question. Un scientifique, c'est quelqu'un qu'on considère pouvoir réfléchir au-delà du mortel, voit ce qu'on voit pas, nous. Au-delà du mortel, du commun des mortels. Et donc, si le conseil scientifique n'a pas la capacité d'aller au-delà des réflexions qu'un citoyen lambda peut avoir, je pense qu'il faut. Allez-y, mon cher. C'est mon avis. C'est mon avis. Non, il passe même plus à l'antenne. Je pense qu'il faille revoir un peu la situation. Et d'ailleurs, le rôle de se camper en disant que nous sommes un organe consultatif en pareille circonstance, je pense que c'est un peu dangereux. Le conseil scientifique doit avoir la responsabilité d'injonction parfois sur la NSS parce que c'est eux qui
Mais il n'en a pas ses prérogatives, l'État guinéen. Le décret qui constitue le conseil scientifique, c'est vraiment ça. Il faut revoir le décret, parce que le conseil scientifique doit pouvoir réfléchir aux méthodes appliquées sur toute la chaîne par la RNSS et apporter des critiques, apporter des corrections, leur dire, écoutez, faites ça, il y a défaillance ici, si jamais on ne fait pas ça, on risque d'avoir ça. C'est comme ça qu'on fait la prévision. Malheureusement, on n'est pas dans cet état de fait. Et moi, je veux dire encore une fois à Bassekou pour dire, on va pas quand même réfléchir à réinventer ce que d'autres ont réussi ailleurs. On ne peut pas pousser la réflexion plus que d'autres pays. Aujourd'hui, il faut juste regarder autour de nous comment les autres pays, à un moment donné, ont réussi à circonscrire ou ont réussi à baisser la courbe des taux de contamination chez eux. Il faut prendre le cas mauritanien, il faut prendre... Il y a plusieurs autres cas autour de nous qu'il faille revoir et qu'il faille lire leur approche dans la lutte contre le Covid et certainement voir si sociologiquement, permets-moi, si sociologiquement, ça peut être appliqué ici. Vous n'allez pas réinventer la science de lutte contre cette maladie. Je pense que ce n'est pas possible. Encore une fois, pour répondre toujours à Bassekou, l'État, dans les mesures qui ont été prises, l'État peut en tout cas contraindre dans un certain nombre en imposant par exemple dans le port des masques, en imposant des amendes, en faisant ceci, en faisant cela. Mais la responsabilité sociale, la responsabilité personnelle des citoyens doit être une responsabilité première. C'est pas l'État qui va venir te dire à la maison, chez toi, il faut... Non, Bassekou, tu es trop près auprès de ton frère, pousse, respecte la mesure de distanciation. Non, je pense que le rôle de l'État s'arrête à prendre des mesures et à prendre du moins que possible ou du possible les mesures de répression par rapport à cela. Mais je pense que la responsabilité nous revient à nous-mêmes d'observer drastiquement les réflexes que l'action de l'État, le port des masques. Que l'action de l'État couvre l'espace public. Absolument, que l'action de l'État couvre l'espace public, mais l'espace personnel, il nous revient à nous d'avoir ce réflexe à la maison, dans les bureaux, en famille, etc., d'avoir ce réflexe et de dire, ah, tiens, nous sommes en période de crise, les mariages, ça continue. Les mariages, ça continue. Les personnes continuent à se regrouper dans des cours fermés, sans musique peut-être pour ne pas attirer l'attention des forces de l'ordre, mais les gens continuent à célébrer les mariages dans les maisons. Le football, ça continue. Les enfants continuent à s'agglutiner dans les carrefours pour jouer. Les sports, du côté de Kipé, vous allez à 17h vers Plaza Daimon, vous avez des centaines de personnes qui continuent à pratiquer le sport dans des conditions de non-respect des gestes barrières. Donc ce n'est pas l'État qui va venir vous dire, Bassekou, tiens, dégage, pousse-toi de l'autre, tu respectes pas les 1 mètre, etc. Donc je pense qu'aujourd'hui il faut plutôt axer la communication sur les responsabilités personnelles des gens au-delà de la responsabilité collective. Absolument, responsabilité personnelle, ça nous engage aussi dans le cadre de cette lutte. 10h passées de 30 minutes, dans un instant on s'envole pour la France. Le ridicule et la méchanceté sont ses traits de caractère. La haine est un poison mortel dont beaucoup se nourrissent pour vivre. Il n'y a pas d'entrepreneur audacieux qui ne fabrique pas automatiquement jalousie, envie, critique, caricature, diffamation et désinformation. Bienvenue sur Radio Espace Guinée, la radio dont les autres s'inspirent. Radio Espace Guinée. À Conakry sur 99.7, en région à Labé, Kakandé sur 99.7, à Cancan sur 99.